Donc cette démarche, elle passe par cette plateforme. Comme je viens de le dire, elle est ouverte très largement à tous les acteurs, puisque l'objectif, c'est de faire en sorte que tous les citoyens et toutes les citoyennes puissent co-construire les propositions, être sensibilisés donc, par ce que nous proposons comme en termes de société inclusive, et donc faire en sorte que nous puissions influer finalement le plus possible, parce que évidemment plus nous serons nombreux à utiliser la plateforme et plus nous aurons de quoi, et plus nous influerons aussi sur les programmes des candidats. Vraiment, je compte sur vous parce que cette démarche, elle repose sur une mobilisation citoyenne. Il y a tout un tas d'outils sur la plateforme qui vont faciliter cette démarche-là, hein, qui permettront d'associer très largement dans des réunions avec la société civile pour contribuer activement sur les propositions, en faire d'autres, tout est ouvert. Et donc, juste dire, j'ai oublié de le dire aussi parce que voilà, c'est-à-dire que c'est pas à partir de rien, on est parti quand même de situations concrètes vécues par les personnes en situation de handicap, et d'ailleurs à ce titre, au moment de la préparation de l'Assemblée générale, vous nous avez beaucoup alimenté avec des situations concrètes de vie, de restrictions de participation sociale subies par les personnes en situation de handicap. Cela nous a beaucoup nourris. À partir de ces situations concrètes, en fait, on s'est demandé tout simplement si elles étaient partagées par d'autres, ces restrictions hein, de participation, s'il y avait d'autres personnes, d'autres types de populations pour agréger au plus possible. On s'est rendu compte que oui, et qu'il fallait à partir de là faire des propositions plus universelles sur les thématiques pour avoir une chance d'être entendu à l'occasion des présidentielles, puisqu'il s'agit de s'adresser à tous pendant les présidentielles, mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait une véritable mobilisation de l'ensemble des citoyens, c'est vraiment une démarche citoyenne, et de toutes celles et ceux qui veulent rejoindre ce combat pour une société inclusive ouverte à toutes et à tous, et bien sûr aux personnes en situation de handicap, mais pas seulement. Et donc là, ce qui est vraiment important, c'est de mobiliser largement au-delà de notre champ du handicap et de faire que finalement le handicap n'est plus qu'un révélateur de problèmes sociaux existants et sert juste d'étalon et refuser cette idée que finalement les droits des uns peuvent se gagner aux dépens de ceux des autres et faire des propositions concrètes pour pouvoir avoir une véritable société solidaire et inclusive. Merci Pascal, désolé de vous avoir surpris comme ça. Je crois qu'il y a un film qui illustre bien ça. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous allez voir le site de l'APF, le site internet de l'APF. Si vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion, regardez-le. Nous partageons les mêmes problèmes, alors cherchons ensemble des solutions. Aujourd'hui, pour un nombre croissant de personnes, les besoins essentiels ne sont plus assurés. Malgré cette urgence sociale, les pouvoirs publics ne réagissent pas et laissent se diffuser l'idée que les droits des uns se gagnent aux dépens des autres. Face à l'absence de perspective d'amélioration pour la population, le temps est venu d'une véritable prise de parole citoyenne sur la société de demain. L'Association des paralysés de France lance donc une plateforme collaborative ouverte à toutes les citoyennes et tous les citoyens pour co-construire des propositions qu'elle portera auprès des candidats aux prochaines élections de 2017. C'est en agissant ensemble et en mettant en commun nos expertises que nous ferons naître la société dans laquelle nous souhaitons vivre. Pour donner une réalité à cette démarche de co-construction transparente et ouverte, l'APF met en place sa plateforme collaborative 2017 agirensemble.fr. Grâce à cet outil, vous pouvez voter pour des propositions, les compléter et en soumettre de nouvelles. Une dizaine de problématiques sont abordées. Elles nous concernent toutes et tous. L'ensemble des citoyennes et citoyens peuvent participer, de manière individuelle ou collective. Associations, personnalités, tout le monde peut soutenir et rejoindre la démarche. Agissons ensemble pour une société solidaire, ouverte à toutes et à tous. Faites campagne pour vos idées sur 2017 agirensemble.fr. Voilà, donc un projet de société solidaire, ouverte à toutes et à tous. S'il a un coût, c'est avant tout celui d'un investissement, de l'investissement pour le futur,
de l'ensemble de la population. Alors vraiment, je vous invite à prendre la parole sur cette plateforme, à inviter le plus largement possible pour qu'on puisse co-construire ces solutions, qu'elles soient portées, qu'elles soient mises en valeur, faire en sorte d'inviter toutes celles et ceux qui se sont en accord avec nos valeurs de faire de même, parce que là, c'est vraiment la clé de la réussite de cette opération. Le nombre de participants, plus leur nombre, évidemment, sera important, plus les propositions auront un impact sur les candidats. Et là, je compte vraiment sur vous pour vous mobiliser, agir avec toutes les citoyennes et citoyens afin de porter ensemble une vision de la société dans laquelle chaque personne, quelles que soient ses capacités et ses déficiences, son origine, son âge, son genre, toute personne, quelles que soient finalement ses caractéristiques, a réellement une place et un avenir. Et je sais pouvoir compter sur vous pour ça. Merci. Merci Pascal. C'était l'objet d'une question ce matin posée lors du débat pour la présidentielle et donc voici une partie de la réponse. Nous allons parler maintenant de la défense des droits fondamentaux et j'ai à ma gauche Jacques Souris qui donne la parole. Alors il me revient de vous résumer, et c'est un très très grand résumé, les contributions que vous avez renvoyées, que le CAPFD ont renvoyées au sujet de la défense des droits, parce que vos contributions ont été extrêmement nombreuses et riches. Vous les retrouvez un petit peu moins résumées dans le document 10 de la pochette qui vous a été remise. Donc ces contributions soulignent les difficultés d'accès aux droits, mettant en avant les thèmes suivants: les ressources, la compensation, l'accès au logement, puis l'emploi, la scolarité et la santé. Elle propose de nouvelles modalités d'action pour notre mouvement, la mobilisation et la défense de l'effectivité des droits. La complexité des démarches administratives font que les personnes éprouvent souvent de grandes difficultés et même renoncent à leurs droits. Car si ces droits existent, les conditions de leur mise en œuvre restent difficiles, du simple fait que les MDPH ne jouent pas leur rôle de guichet unique. Le dossier MDPH paraît de plus complexe, son contenu s'est en effet densifié. La loi de 2005 a permis des avancées, mais elle n'est pas toujours appliquée et les droits restent encore partiels, voire reculent. Vous insistez pour revendiquer une meilleure information sur les droits, le maintien du statut de GIP, groupement d'intérêt public des MDPH, l'augmentation de leurs moyens et l'importance d'une égalité de traitement des dossiers sur l'ensemble du territoire. Tout projet de vie doit être construit avec la personne concernée et toujours dans la bientraitance. Les choix de vie devraient être multiples. Or, la personne est souvent vue dans son individualité, non dans son environnement. Elle ne vit pas seule et son handicap contraint l'ensemble de son tissu social, notamment sa famille, dans le choix de ce mode de vie. On doit respecter la volonté de la personne et son projet doit évoluer avec elle. Cela passe par une réelle évaluation des besoins. Se loger dignement, à tous les âges, est un droit fondamental. Or, il est difficile de trouver un logement accessible et adapté à un prix raisonnable dans un lieu librement choisi. Il existe peu de dispositifs pour les personnes handicapées vieillissantes, notamment les retraités des actes. Le manque de place en structures adaptées ressort. Ceux qui veulent vivre en établissement doivent souvent s'expatrier ou patienter. Les parents sont confrontés au manque de place en IEM, mais aussi aux difficultés d'accès à l'école, au manque d'AVS. Les ressources des personnes en situation de handicap tournent souvent autour du seuil de pauvreté. Beaucoup d'entre elles vivent avec les minima sociaux. Il faut revoir le montant des pensions d'invalidité, des allocations et des pensions de retraite qui demeurent bien trop faibles.
Les enjeux cruciaux portent sur les ressources et les restes à charge de la prestation de compensation. Il faut veiller à supprimer les effets de seuil en continuant à nous mobiliser pour un revenu d'existence décent. Le principe de compensation est loin d'être abouti. La PCH laisse souvent un reste à charge important. Les fonds de compensation sont sous-utilisés, faute d'informations sur le dispositif. La compensation en aide humaine est toujours insuffisante en nombre d'heures. Les tarifs horaires des aides humaines en emploi direct augmentent sans que les ressources ne suivent. Par ailleurs, il est regrettable que l'aide aux tâches ménagères et à la parentalité ne soit pas prise en compte. Les restes à charge pour les aides techniques sont élevés. Ces surcoûts font que des personnes abandonnent leurs droits et n'utilisent pas la PCH. Lorsqu'ils ne peuvent y renoncer, certains s'endettent. La compensation financière du handicap n'est donc ni reconnue ni appliquée. L'APF est repérée comme un appui technique pour pallier l'absence de soutien des MDPH, particulièrement en milieu rural, apportant son expertise et des réponses individualisées. Le grand public ne connaît pas la réalité des aides accordées et pense que tout est payé sans restriction. Des incivilités permanentes s'ajoutent aux difficultés quotidiennes des personnes en situation de handicap. Non-respect des places réservées, de la priorité dans les files d'attente ou des caisses prioritaires dans les centres commerciaux. Les personnes en situation de handicap sont quasiment absentes de la vie publique locale. Il faut défendre et accompagner les personnes et leurs familles pour répondre à leurs demandes. Notre travail à l'APF devrait consister à faciliter les parcours de vie des personnes en les aidant directement. L'APF a de nombreux atouts. Nos compétences d'experts d'usage, notre militantisme nous feront connaître comme des partenaires incontournables. Mais ce sont des missions très chronophages et énergivores. Les avis sont partagés sur les modalités d'action de notre association. Être plus revendicatif, oui, mais attention à l'essoufflement. De nombreuses et fréquentes mobilisations du réseau sont relevées, malgré un manque de moyens humains, provoquant une fatigue accrue et un réel découragement au regard des résultats obtenus et surtout de l'énergie dépensée. Il manque une démarche globale autour de l'inclusion et la défense des droits. Localement, on manque de compétences juridiques pour engager des recours et l'on n'a plus de temps pour la défense des cas particuliers. Vos contributions proposent des actions de terrain concrètes et visibles, coordonnées et d'ampleur nationale. Les combats pour les libertés et droits fondamentaux doivent être assurés par une représentativité partout où cela est utile, mais aussi par une adaptation rapide et forte de nos réponses. Les partenariats avec les autres associations sont à renforcer au niveau régional. Il faut maintenir l'esprit du mouvement ni pauvre ni soumis et développer les stratégies de recours et les actions en justice. Merci pour illustrer ça. J'ai à ma droite Pascal Rive, que vous connaissez déjà beaucoup, et Chantal Bruno, qui est en ressources, présidente aussi de l'organisation Recueil de la famille, et membre du collectif des aidants familiaux. Et je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors, petits extraits de la vie quotidienne. Vous voulez aller au cinéma, il n'y a pas de transport accessible. Vous appelez un numéro payant pour un transport adapté, vous demandez un aller à 21h et un retour à 23h. On peut vous répondre oui, alors voyons. Pour l'aller, on a 19h, mais pour le retour, il faudra rappeler. Autre. Vous êtes dans un foyer de vie parce qu'il n'y a pas assez de services pour vous permettre de vivre à domicile. Mais vous ne pourrez pas passer tous vos week-ends en famille, car à partir de 35 jours d'absence par an, vous devrez payer vous-même le prix de journée, vous laissez votre place définitivement. Pourtant, la liberté d'aller et de venir est un droit fondamental. Autre situation.
Oui, votre enfant pourra aller à l'école quelques jours par semaine et il aura une auxiliaire de vie scolaire dès qu'elle sera recrutée. Par contre, ce n'est pas possible pour les activités périscolaires et il ne pourra pas manger à la cantine. Et s'il a une orientation pour une éducation spéciale, il est fort possible qu'il soit sur liste d'attente car il n'y a pas de place. Les enfants restent ainsi à la maison, sans solution. Parmi les enfants handicapés scolarisés, 37% le seraient seulement à temps partiel et 65% d'entre eux n'auraient pas accès aux activités périscolaires. Pourtant, le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. Dernier exemple. Moi, conjointe, petit copain, mère ou même fille ou fils d'eux, je joue tous les rôles. Auxiliaire de vie sociale, kiné, ergo, psy, infirmier, assistant social, tous, sauf le mien. Trop peu d'informations, pas assez d'aide professionnelle, obligation de se débrouiller en famille, pas le choix. Alors j'ai réduit mon temps de travail, on gagne moins, on sort moins, et en plus, il diminue la PCH. En France, plus de 10 millions de personnes, sans compter leurs proches, n'ont pas accès partout où elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent. Les transports ne sont pas tous accessibles, ni tous les bâtiments, ni tous les appartements, ni tous les services, ni tout le monde dans sa tête en fin de compte, et notamment dans celle de nos gouvernants et décideurs. On ne trouve pas les informations nécessaires, certaines décisions de MDPH sont abusives, on ne sait pas vers qui se tourner pour faire respecter nos droits, parfois on ne connaît pas tous nos droits, et les démarches sont tellement compliquées. Alors on peut dire qu'il y a eu des avancées, certes, cependant, comme vous l'avez signalé dans vos contributions, c'est une évolution lente. Alors, comment interpeller la société et ses responsables? Comment faire cesser les discriminations et protéger les droits et libertés fondamentales de chacun de nous? En 2010, la France a ratifié la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ce qui veut dire que l'État français s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces droits dans les champs de la vie quotidienne avec l'accessibilité et la compensation. Cela inclut la liberté du choix de mode de vie, l'accès à une information claire, le droit à compensation, la protection sociale, le transport. Or, en France, il reste trop d'exclusion et de discrimination pour des enfants, des femmes et des hommes qui ont un handicap ou un polyhandicap qui, de ce fait, sont privés de l'accès aux dispositifs qui appartiennent à tous, tel cet enfant qui ne peut aller à l'école, cet adulte qui n'a pas accès à un logement adapté ou à un emploi, ou cet aidant familial contraint de réduire son temps de travail et par là toutes les ressources de la famille. Dans un contexte de crise économique, il est à craindre que l'État se désengage, que les familles et les proches aidants soient de plus en plus sollicités, les services de proximité insuffisants et les droits toujours bafoués. Une approche par les droits comme réponse aux discriminations est indispensable, car, comme tout le monde, les enfants en situation de handicap ont le droit de vivre avec leurs parents. Les personnes en situation de handicap ont le droit de travailler, d'avoir des enfants, de recevoir un soutien à l'exercice de la parentalité, le droit d'aller au cinéma, au restaurant, le droit d'avoir un revenu décent, une vraie compensation, etc., etc. On voit combien il est impératif de défendre les droits pour l'autonomie et la liberté de choix de chacun de nous, tant à un niveau individuel qu'à un niveau collectif. Nous sommes là, au cœur de la mission et du combat de l'APF, dans une perspective de défense des droits, dont la violation constitue un obstacle à notre participation sociale et une atteinte à notre dignité. Merci. Cette approche par les droits, prenant appui sur la Convention internationale des Nations Unies et que vient de nous présenter Chantal, doit être notre boussole. Parce qu'il n'est pas un droit dont on puisse se passer, comme il n'est pas un morceau de liberté que l'on puisse céder. On ne peut être libre et égaux en droit qu'en totalité, sinon on ne l'est pas. Cette boussole nous indique donc le cap à suivre pour atteindre la réalisation du plein potentiel des personnes en situation de handicap. En tant que citoyennes et citoyens en situation de handicap, nous demandons simplement les mêmes droits et opportunités que les autres. Pas plus, mais pas moins. Nous en avons assez que cette société s'accommode de cette idée que certaines et certains valent moins que d'autres, de ce qui est ni plus ni moins qu'une forme de ségrégation envers nous. Mais nous devons aussi refuser
que cette ségrégation puisse exister pour d'autres catégories de la population. Car notre ambition est bien celle d'une société solidaire et inclusive. Une société dans laquelle chaque personne a sa place, sans considération de déficience, de race, de sexe, de religion. Et cette société inclusive ne peut advenir sans l'accès de toutes et tous à l'ensemble des libertés et des droits fondamentaux. Là est l'enjeu, car une injustice faite à un seul ou à une seule est une menace faite à tous. Bien sûr, il reste du chemin à parcourir pour parvenir à faire de l'égalité une réalité pour toutes et tous. Pour avancer vers ce but, nous avons besoin de toutes les citoyennes et de tous les citoyens désireux de bâtir une société juste, donnant sa chance à chacune et chacun pour faire bouger les lignes et influencer les choix politiques. Car la société inclusive est bien l'affaire de tous et de toutes. C'est pourquoi, et je vous l'ai dit, nous la porterons aussi au cœur des débats des prochaines échéances électorales avec la démarche #2017 Agir ensemble. L'effectivité et le respect des libertés et des droits fondamentaux doit donc susciter un combat et une vigilance accrue de toutes et tous afin d'éviter l'effritement de l'état de droit et le recul des libertés. Aussi, pour élaborer le plan d'action en matière de défense des droits, nous vous proposons de prioriser 4 des 8 actions suivantes à mener au sein de la société civile et avec elle. Il ne s'agit pas bien sûr de les hiérarchiser, toutes sont d'égale importance, mais de déterminer celles qui feront l'objet d'un effort plus soutenu, tout en restant attentifs et mobilisés sur les autres. Vous commencez à les lire, de toute façon elles arrivent, voilà. Suivre notre combat pour les libertés et droits fondamentaux et vers une société inclusive. En s'appuyant sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et sur les textes européens. En impliquant le réseau sur les grandes thématiques dans les domaines qui touchent le plus les personnes en situation de handicap et leurs familles. En impulsant et en s'impliquant dans des collectifs interassociatifs locaux et nationaux. Des informations simples sur les droits. Avec des exemples concrets. La multiplication des lieux de diffusion de l'information, mairies, centres sociaux, MDPH, etc. Des services publics accessibles. Un accompagnement à la prise de décision pour certaines personnes en situation de handicap. L'uniformisation du traitement des dossiers MDPH sur l'ensemble du territoire national. Défense des droits et accompagnement. Renseigner et aider les personnes qui cherchent des informations sur les droits. Développer une offre de services de proximité en direction des adhérents, des personnes en situation de handicap et de leurs familles de manière plus générale. Structurer les liens, mouvements, établissements et services. Par exemple, créer un comité stratégique départemental ou des groupes de travail, approfondir les relations avec les CVS. Renforcer la stratégie de recours individuel et collectif. Pour faire respecter les lois, loi handicap de 2005 par exemple. Pour faire évoluer les droits. Continuer à se mobiliser pour un revenu universel d'existence décent. Sortir de la logique des minima sociaux, déconnectés du revenu des autres membres du foyer fiscal. Pour améliorer le pouvoir d'achat et sortir de la pauvreté. Mettre en œuvre le droit à compensation en garantissant une égalité de traitement sur tout le territoire, à la hauteur des besoins des personnes, respect du projet de vie, du plan de compensation. Pour élargir le périmètre de la prestation de compensation aux besoins non couverts, activités domestiques, aide à la parentalité et aide à la communication. Pour augmenter les tarifs et montants de prise en charge. Garantir les choix de son logement et de son mode de vie pour prendre en compte les besoins de chacun. Logement adapté, plus grand, proche de services de proximité et pour promouvoir la conception universelle des logements. En recensant, conformément à la loi, l'offre de logements accessibles, adaptables et adaptés pour en augmenter l'offre et créer une banque de données et d'échanges avec les bailleurs.
permettre aux personnes en situation de handicap de participer à la vie citoyenne locale. Les personnes en situation de handicap sont encore peu visibles dans la vie locale. Il faut créer les conditions d'information, il faut créer les conditions, information, formation, pour qu'elles puissent participer à la vie citoyenne locale, conseil de quartier, conseil des jeunes, élections. Merci. Alors, cette fois-ci, vous aurez donc à choisir parmi ces 8 contributions et vous avez à en prioriser 4. Alors c'est un petit peu plus long, vous les avez sur le document numéro 10 qui vous a été remis. Je vais vous les relire. Même principe que pour tout à l'heure, il va falloir pour prioriser ces actions, taper 1, 2, 4, 5 par exemple, si c'est la 1, la 2, la 4 et la 5 et qui sont plus intéressantes pour vous. Et ensuite, numéro 6, mettre en œuvre le droit à compensation. Numéro 7, c'est garantir le choix de son logement et le choix de son mode de vie. Et numéro 8, permettre aux personnes en situation de handicap de participer à la vie citoyenne locale. Le vote est ouvert. Pendant le vote, je vais continuer à vous relire les différents points pour que vous puissiez bien les avoir en tête. Si vous n'arrivez pas à les voir, c'est écrit un peu petit puisqu'il y en a 8. La 1, c'est donc poursuivre notre combat pour les libertés et les droits fondamentaux vers une société inclusive. La 2, ce sont des informations simples sur les droits. La 3, c'est la défense des droits et l'accompagnement. La 4, c'est renforcer les stratégies de recours individuel et collectif. La 5, c'est continuer à se mobiliser pour un revenu universel d'existence décent. La 6, c'est mettre en œuvre le droit à compensation. La 7, c'est garantir le choix de son logement et de son mode de vie. Et la 8, permettre aussi aux personnes en situation de handicap de participer à la vie citoyenne locale. Le principe, je vous le rappelle, puisqu'il n'est pas le même que ce matin, c'est que vous avez 4 thématiques à prioriser, ce qui ne veut pas dire que les autres seront abandonnées, bien au contraire, elles seront aussi suivies. Mais parmi toutes les thématiques que vous avez fait remonter et que tous les adhérents de l'APF ont fait remonter au travers des 900 contributions, voilà ce qui leur ressort comme thématique phare. À vous, Assemblée Générale, de les prioriser pour savoir ce que vous voulez mettre en avant. On a atteint à peu près la moitié des votants, il nous reste une petite centaine de boîtiers à mobiliser. Est-ce que tout le monde a la connaissance de ces 8 points ? Et oui, alors il faut appuyer sur Send, hein, je vous le rappelle, il faut que vous priorisez, vous tapez dans l'ordre de votre préférence les 4 numéros, vous appuyez sur Send pour envoyer. Si jamais vous vous êtes trompé, vous appuyez sur Clear, le bouton en bas à gauche, et vous recommencez, et vous appuyez sur Send. Si vous n'appuyez pas sur Send, effectivement, le vote ne peut pas être comptabilisé par la machine. On a 164 boîtiers qui ont répondu, on en a 220 dans la salle, à peu près un petit peu moins. Allez. 176, ça monte. Allez, encore quelques-uns. Encore quelques votes. Est-ce que tout le monde a pu voter comme il le souhaitait? Est-ce que certains boîtiers s'affichent en rouge encore? N'hésitez pas à nous le signaler. Même si Pascal nous a rejoint sur la scène, et d'habitude c'est le... Est-ce que tout le monde a pu voter? Si tout le monde a pu voter, bien nous allons clore le vote et prendre connaissance des priorités que vous souhaitez accorder en matière de défense des droits. Il n'y a plus de décompte. Et donc c'est écarté dans l'ordre. C'est la numéro 1 qui est poursuivre notre combat pour les libertés et les droits fondamentaux vers une société inclusive qui ressort en tête avec 62%. Arrive ensuite la contribution numéro 5, continuer à se mobiliser pour un revenu universel d'existence décent. Arrive ensuite la numéro 3, défense des droits et accompagnement. Et ensuite la numéro 4, la quatrième, pardon, c'est la numéro 7. La numéro 7 avec 49%, et la numéro 7 c'est garantir le choix de son logement et de son mode de vie. Voici donc les 4 thématiques qui seront priorisées. Merci beaucoup
Et nous allons continuer à parler de défense des droits, mais plutôt d'accessibilité, n'est-ce pas, Pascal Bureau, à qui je donne la parole. Oui, merci Grégoire. Vos contributions en matière d'accessibilité ont été nombreuses, argumentées et précises. La synthèse, vous l'avez relue, elle se trouve dans le document 11. Dans vos contributions, vous avez rappelé vos très nombreuses participations aux diverses commissions, CIA, CCA, CDPCH. En même temps, vous rappelez la faillite institutionnelle qui fait que depuis 1975, notre société n'a pas encore touché du doigt l'accessibilité telle que nous, avec tant d'autres, nous la voulons, nous la réclamons en permanence. J'évoque ici l'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle est bien loin d'être acquise. Nous n'allons pas où nous voulons, mais toujours là où nous pouvons. La chaîne de déplacement n'est pas garantie. Je dirais même qu'elle n'est construite qu'avec des maillons faibles. ERP mal conçu, cheminement mal aménagé, transport public mal adapté, stationnement gênant sur les places qui nous sont destinées ou sur les trottoirs. Tout comme vous, j'ai souvent le sentiment de ne pas vivre dans la même société que certains autres citoyens. Vous avez dressé un tableau de l'accessibilité sans surprise, parce que c'est celui que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire une accessibilité lamentable, indigne et non respectueuse de plus de 25% des citoyens de notre société. Une accessibilité qui ne nous donne pas le choix, mais qui nous impose des solutions souvent inacceptables. Nous avons, avec le groupe de travail, scindé vos contributions en 2 chapitres. Les commentaires revenant à l'accès aux soins et à la santé étant très nombreux, il était en effet indispensable d'en faire un chapitre à part entière. Ce thème sera donc repris par Noël juste après moi. Vous avez lu le document 11, je n'y reviendrai pas. Je vais donc simplement vous dire que vos contributions nombreuses ont été regroupées par idées, rapprochées, et enfin, sans en déformer la pertinence et la force de proposition, nous vous les avons traduites en 8 actions à prioriser, 4 pour l'accessibilité universelle et 4 pour l'accès aux soins et à la santé. Nous vous les représenterons juste avant le vote. Je passe la parole à Noël. Merci Pascal. Donc effectivement, dans ce débat sur l'accessibilité, nous avons souhaité faire un focus sur l'inaccessibilité aux soins et à la santé. Tout d'abord, pour rendre compte de l'importance de vos contributions, et il y en a beaucoup sur ce sujet. Et ensuite, parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'attitude des professionnels de santé, qui jurent, je cite, « Je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice » dans le sermon d'Hippocrate, prononcé à l'occasion de la remise de leur diplôme, est quand même proprement scandaleuse. Quand on les interpelle sur l'inaccessibilité de leur cabinet, situé dans la majorité des cas dans des grandes propriétés, les médecins généralistes affirment tout son cœur, mais c'est un faux problème. On vient vous soigner à domicile. Et quand on évoque le cas des spécialistes, alors là, nous avons droit au mieux à un hochement d'épaule, une mine désolée, accompagné d'un commentaire, c'est compliqué, et puis c'est très cher. Et au pire, et ça je l'ai entendu, mais vous avez qu'à aller à l'hôpital. Et bien, qui paye les déplacements, ceux des toubibs quand ils viennent à domicile, ou les nôtres quand on va à l'hôpital? C'est la Sécu, bien sûr. Et puis, qu'au font-ils de notre liberté de choix? Et en plus, on parle du coût de l'accessibilité. Et on ne parle pas du déficit de la Sécu, creusé par ces pratiques. Mais il y a aussi autre chose. Outre l'accessibilité, l'inaccessibilité des cabinets, il y a aussi la quasi-inexistence d'équipements et de matériel médicaux adaptés. Alors je citerai fauteuil de dentiste, table de gynécologie, mammographie. Est-ce que vous savez que le taux de prévalence de cancer du sein sur la femme handicapée est le double du cancer du sein chez une femme valide? Moi je sais ce que je parle, j'ai plus de 50 ans et je suis censée faire une mammographie tous les 2 ans. J'ai essayé 2 cabinets de radiologie. J'ai arrêté parce qu'il n'y a pas d'équipement accessible, parce que c'est très voilà. Et comme moi, il y a beaucoup d'entre nous qui faisons du renoncement aux soins à cause de matériel inadapté. Alors enfin, si on regarde vos contributions, vous dénoncez le manque de chambres adaptées au milieu hospitalier. Toujours pareil, le commentaire qui a été fait récemment à une amie, écoutez, vous avez une mutuelle, prenez donc une chambre seule.
l'absence de formation des personnels médicaux et la faible qualité de l'accueil. Alors en plus du panorama, j'oserais dire un petit mot sur la situation dramatique en milieu rural. Et vous le rappelez dans toute votre émission. Eh bien merci. Nous allons effectivement parler d'un cas bien précis. Nous descendons dans le 65, c'est ça? Dans les Pyrénées? Dans les Hautes-Pyrénées, avec Myriam Boumerdas. Pardon, j'ai décrit un outil. Je vous laisse la parole. Collectif Access 65 Hautes-Pyrénées. C'est d'abord un travail en réseau depuis fort longtemps. L'APF collabore depuis 25 ans environ avec l'AVH, l'association Valata AUI. Les liens se sont consolidés au fil du temps et régulièrement APF et AVH ont mené des actions communes. L'AFM, Association française contre les myopathies, a rejoint ce duo et ces trois associations ont été le socle de ce qu'il allait devenir un peu plus tard le collectif Access 65. En 2011, 6 associations se sont réunies dans un collectif Access et lancent la première édition du classement Accessibilité 65. Ces 6 associations autour de l'APF, Association française contre les myopathies, AFM, l'AMADIS, Association des malades atteints de dystonie, l'association Valata AUI depuis le départ, l'association des accidentés de la vie, la FNAC, et Voix ensemble. Pourquoi ce classement? Inspiré du baromètre accessibilité de l'APF, collectif Access 65 souhaite réveiller les politiques et évaluer leur volonté municipale de s'engager sur l'accessibilité afin, plus que des mots, des actes. De 2011 à 2016, 5 éditions de ce classement Accessibilité 65 ont ainsi traité en commun. Nos outils de communication. Ce collectif Access 65 se dote d'un site et adopte une lettre de cadrage pour son fonctionnement. Affiches et flyers, que vous allez voir affichés, sont créés et largement distribués. Voilà, les affiches et les flyers. Merci. Fin 2014, 2 associations de ce collectif se mettent en sommeil, Voir ensemble et Amadis. Andy Spina, nouvelle association, arrive à cette époque-là, à la même année. Nos réussites. La présence d'un collectif Access 65 est connue des institutions et des politiques, mais ce ne fut pas sans mal. Une réunion par mois en moyenne, ce qui permet d'être réactif et une ténacité partagée pour faire aboutir des dossiers mal engagés, tels que la mise en place d'un évaluateur à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes, par exemple, la mise en conformité de la cathédrale de Tarbes. La maison des associations nous avait refusé un ascenseur extérieur. Malgré les pressions, nous avons obtenu un ascenseur intérieur. Nous sollicitons des réunions et obtenons des rendez-vous. Quelques constats. Travailler à plusieurs permet d'avoir une meilleure connaissance des normes d'accessibilité et ce, quel que soit le handicap. Le collectif nous donne plus d'aisance pour revendiquer et affirmer nos positions. Nous défendons le droit de tous. Un soutien mutuel au sein du collectif pour encaisser, référence aux ordonnances, les mauvaises nouvelles de 2015. Autre constat. L'animation du collectif Access 65 repose pour une grande part sur l'APF en ce qui concerne le comptage administratif. Il faut faire parfois preuve de beaucoup de diplomatie pour préserver la dynamique du collectif Access 65 et maintenir sa cohésion. L'imagination ne manque pas et quand une association patine un peu, une autre relance la machine. Mais il reste, comme partout en France, beaucoup de travail et des barrières à faire tomber et d'importants dossiers en cours, tels que
le transport, l'hôtellerie lourdaise, l'aménagement des sites touristiques et notamment du village de Gavarnie, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et côté santé, les demandes de dérogation pour les copropriétaires qui ne veulent pas financer les travaux de mise en accessibilité pleuvent et bon nombre de professionnels de santé sont dans ces immeubles concernés par ces dérogations. Même les professions médicales usent et abusent des dérogations possibles et rechignent pour beaucoup à des travaux simples et proposent des plans inclinés amovibles. Les maires des communes craignent un peu de voir partir ces professionnels et n'agissent pas ou peu. Autre problème, exemple, des résidents, ceux de la masse d'Azun, hospitalisés, doivent être accompagnés en permanence par des salariés de la structure, l'hôpital ne pouvant assurer leur accompagnement nécessaire. On va conclure par un tiré d'un proverbe africain: seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je redonne la parole à Pascal Bureau qui va vous énoncer les différentes remontées de propositions pour l'accessibilité universelle. Voilà, donc on va le faire à deux voix avec Noël. Pour l'accessibilité universelle, donc nous vous proposons 4 propositions et il y en aura 4 autres pour l'accès à la santé. Vous aurez donc à prioriser 4 sur les 8 et si vous pouvez 2 de chaque chapitre, c'est peut-être encore mieux, mais ça c'est vous qui verrez. Donc pour l'accessibilité universelle, le 1, développer des actions contentieuses pour créer de la jurisprudence favorable, ce qui permet aussi de rendre plus visible l'action de l'APF en matière d'accessibilité. En 2, développer une activité de prestation de conseil accessibilité APF. En 3, faire comprendre que les enjeux de l'accessibilité et la conception universelle pour tous et la qualité d'usage, ERP, logement, espace public, transport numérique, et peser sur la mise en œuvre de ces principes avec des actions locales coordonnées sur le plan national. Et en 4, faire appliquer l'obligation de formation des professionnels à l'accueil et à l'accessibilité. Alors pour l'accès à la santé, 5, pouvoir choisir son lieu de soins en fonction de sa proximité, des compétences ou de ses honoraires, et non par défaut en fonction de l'accessibilité des lieux. 6. En complément des réseaux de soins ordinaires, droit commun, et sans s'y substituer, créer ou développer des réseaux spécialisés au regard des besoins, handi-consulte, handi-dent, handi-gynéco, etc. 7. Accueil et qualité de service dans des lieux de soins. Chambres et matériel de soins et examens adaptés. Formation des personnels. Accompagnement. Si besoin choisi par la personne. Horaires respectueux de la qualité de vie et dignité des personnes. Restauration, coucher, soins. 8. Garantir la continuité du parcours de soins. Lutter contre le renoncement aux soins. Peur du médecin, milieu inconnu, raisons financières, etc. Développer des campagnes de prévention ciblées, cancer colorectal, du sein, de l'utérus. Donc il s'agit de porter un effort encore plus soutenu aux 4 actions choisies, tout en restant attentif et mobilisé sur celles qui ne l'auront pas été. Merci. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous voulez quelqu'un prendre la parole? Le micro, premier rang, s'il vous plaît. Est-ce que ouais, monsieur au premier rang. Merci. Bonjour, Christian Meistermann, représentant départemental du 68. J'ai juste un constat, alors j'approuve pas totalement ce qui a été dit, un
un constat par rapport à ces contributions, c'est qu'on ne parle absolument pas des installations ouvertes au public, qui ont pourtant les mêmes obligations que les ERP, ça veut dire une mise en accessibilité totale. Alors qu'on voit souvent aujourd'hui s'installer des aires de pique-nique, des ports de plaisance, des installations temporaires qui échappent souvent à toute règle d'accessibilité, à toute demande préalable ou autorisation de travaux. C'est un constat que je fais régulièrement et malheureusement, je trouve que là aussi, on n'est pas assez sévère et assez strict. Voilà. Tout à fait, je te remercie beaucoup pour cette observation. Il est évidemment certain que les IOP sont vraiment quelque chose où on a vraiment du mal à aller plus de l'avant, parce que c'est des dossiers qu'on ne voit pas très fréquemment. Ceci dit, dans la proposition 3 par exemple, on intègre bien dans le fait de comprendre les enjeux sur les ERP, le logement, les espaces publics, et là on comprend l'entièreté du domaine public, et cette catégorie-là peut être inclue dedans. Mais effectivement, c'est un sujet qui nous tient à cœur aussi, sans souci. Nous avons sur le plateau qui nous a rejoint, qui était prévu pour prendre la parole un petit peu avant, et je sais pas, on ne l'a pas trouvé dans la salle. Et nous avons Mireille Yazaro et Benoît Vannery, qui sont de... vous êtes venus du sud des Alpes-Maritimes. Et alors, connaissez-vous les ambassadeurs de l'accessibilité? On a un exemple d'initiative du département donc des Alpes-Maritimes, qui est département pilote. L'initiative, vous m'arrêtez si je me trompe, a rejoint une dynamique avec 6 autres délégations pilotes pour une mise en place nationale progressive et pour mettre en œuvre l'accessibilité. Et vous allez nous présenter un petit peu ces ambassadeurs d'accessibilité. Tout à fait. Bonjour à tous. Je dois vous dire que la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Azur a organisé des rendez-vous du commerce avec des thématiques dont l'un est voué à l'accessibilité. Ces interventions sont aussi sectorisées sur les principales villes du département. Excusez-moi. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie a tenu à associer 2 partenaires, c'est l'Association des paralysés de France et le syndicat des architectes d'intérieur. À ces rendez-vous, et malgré des envois en nombre, la CCI des Alpes-Maritimes de Nice, ils ont envoyé plus de 6000 invitations et seule une vingtaine de commerçants se sont déplacés. On a trouvé ça évidemment très triste et scandaleux, et une solution a été trouvée. Cette solution, c'est un élu à Montsartou qui nous l'a soumise. C'est d'aller à la rencontre des commerçants plutôt que de les faire se déplacer, puisqu'en fait ils ne se déplacent pas. À ce moment-là, la première journée des ambassadeurs de l'accessibilité est née fin 2013, suivie de journées calquées sur le même principe dans plusieurs autres communes. Quels en étaient les objectifs? Nous en sommes à la diapo numéro 2. L'objectif est d'aller à la rencontre des commerçants, restaurateurs, hôteliers, en allant sur place chez eux. Ils se sentent ainsi mieux pris en considération et peuvent nous montrer leurs problèmes. Dialoguer avec eux, avec des échanges informels, des conseils pratiques, le regard d'un œil neuf pour la mise en accessibilité de leur établissement et une dédramatisation des contraintes et obligations réglementaires qu'on leur rappellera au fur et à mesure. On leur parlera donc de l'obligation de rendre accessible, la possibilité de demander une dérogation s'il y a lieu, l'obligation de déposer un agenda d'accessibilité programmé et, depuis très peu, les possibles sanctions. On va aussi leur rappeler
que l'obligation d'accessibilité ne concerne pas que les fauteuils roulants. Cela peut être une main courante pour les personnes malmarchantes, un contraste visuel sur les vitrines, un bouton d'appel à l'entrée pour prévenir qu'une personne handicapée veut rentrer, une carte de restaurant en gros caractères. On viendra pour leur montrer des documents informatifs et à la fin, on va dire que c'est un véritable travail de sensibilisation afin de montrer que les personnes en situation de handicap veulent, en plus d'être des citoyens à part entière, être également des consommateurs comme tout le monde. Je passe la parole à Benoît Varnery. Nous avons, avec l'expérience, puisqu'il n'y a pas eu qu'une seule journée, il y en a eu plusieurs sur les communes des Alpes-Maritimes, et il y en a plusieurs en préparation, nous avons pu identifier des facteurs de réussite. C'est d'abord une préparation minutieuse, avec un courrier du maire de la commune, qui réellement s'implique et explique aux commerçants et les informe du passage de l'équipe d'ambassadeurs de l'accessibilité. C'est l'importance d'équipes d'ambassadeurs pluridisciplinaires, avec un élu de la commune qui peut apporter la réponse politique, avec un technicien du service de l'urbanisme ou du service de l'accessibilité qui va pouvoir apporter son regard technique, avec un représentant de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers, et puis bien évidemment un représentant de l'APF, si possible en fauteuil roulant, et quand les autres associations représentant le handicap le veulent bien, d'autres personnes en situation de handicap qui peuvent se joindre à la démarche. C'est aussi un quadrillage de la commune en secteur, avec des visites pas trop rapprochées les unes des autres pour prendre le temps d'expliquer à chaque commerçant et de ressortir de son magasin en ayant l'assurance qu'il a trouvé des réponses concrètes à ses questions. C'est un débriefing le matin pour que tout le monde parle le même langage, et puis c'est aussi penser à l'aspect convivial de la journée, avec un café d'accueil, un buffet convivial, une pause déjeuner que la commune offre de façon à ce que vraiment tout le monde puisse échanger. Nous avons aussi quelques expériences sympathiques qu'on peut partager avec vous, qui sont par exemple un échange avec un commerçant qui, un peu excédé, nous dit c'est la faute au service de l'urbanisme. Le conseiller municipal qui était présent a demandé quelques explications, il a sorti son téléphone portable et comme par enchantement, 10 minutes après, l'adjoint à l'urbanisme est arrivé et les problématiques ont été posées et les problèmes levés. C'est dans un dépôt de vente de vêtements féminins, la gérante qui insiste auprès de l'élu, ne nous regardant même pas, pour lui dire qu'elle a acheté une très grande cabine d'essayage, qu'elle l'avait aménagée et qu'il invite à faire un tour. Il s'est tourné vers nous pour voir si on le suivait, et c'est là qu'il s'est aperçu que nous ne pouvions pas rentrer dans le magasin, la porte n'était pas assez large. C'est chez un grossiste de fourniture pour garagistes qui nous accueille avec un grand sourire en nous disant « Je sais, mon beau-frère est en fauteuil, mais je vous préviens tout de suite, j'ai pas de WC accessible. » On lui a répondu, mais qu'il n'avait aucune obligation, que par contre son comptoir, il fallait qu'il n'oublie pas de l'abaisser. Merci. Merci. Nous allons vous représenter les différentes thématiques, comme Pascal Bureau vous l'a dit. Vous avez 8 thématiques à prioriser. Ces 8 thématiques sont divisées en 2, ça se complique. Ces 8 thématiques sont divisées en 2, accessibilité universelle, accessibilité dans les lieux de santé, et vous avez 4 thématiques à prioriser. La une, je vais vous les relire, c'est écrit petit, mais moi j'y arrive pas. Développer des actions contentieuses pour créer de la jurisprudence favorable. La numéro 2, c'est développer une activité de prestation de conseil accessibilité APF. La numéro 3, c'est faire comprendre les enjeux de l'accessibilité et la conception universelle pour tous et la qualité d'usage. La 4, faire appliquer l'obligation de formation des professionnels à l'accueil et à l'accessibilité. La 5, qui est pour l'accès à la santé, pouvoir choisir son lieu de soins. La 6, créer ou développer des réseaux spécialisés au regard des besoins.
La 7, garantir accueil et qualité de service dans les lieux de soins. Et la 8, garantir la continuité du parcours de soins, lutter contre les renoncements aux soins. Toujours le même process, vous choisissez 1, 4, 6, 8 par exemple, des priorités que vous avez décidé de voter. Nous fermons le vote. J'ai pas le décompte des 10 secondes. Ah! Mais... Alors, c'est la proposition numéro 8 qui a été priorisée, c'est-à-dire garantir la continuité du parcours de soins, lutter contre les renoncements aux soins. Arrive en deuxième position, c'est quand même dans un mouchoir de poche les 3 premiers, c'est la numéro 3, faire comprendre les enjeux de l'accessibilité, la conception universelle pour tous et la qualité d'usage. Le numéro 7 arrive en troisième avec 56%, accueil et qualité de service dans les lieux de soins. Et le numéro 4, c'est la 5e proposition, qui est pouvoir choisir son lieu de soins. Voici les 4 actions qui seront priorisées en termes d'accessibilité.